Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaite la bienvenue à l'honorable assistance, nos chers étudiants, nos chers invités je pense que de plus de 15 universités algériennes. Donc, soyez les bienvenus à l'université de Béjaïa. Donc, mon intervention aujourd'hui s'intitule « Le TDAH et haut potentiel intellectuel chez les enfants ». Donc, quel lien et quelle différence. Donc, présenté par le docteur Benchal El Abdelwahab, Université de Béjaïa, et docteur Suissi Ammar, Université de Constantine II. Donc, comme introduction, le profil des enfants en difficulté scolaire, deux profils des enfants en difficulté scolaire et en difficulté aussi de comportement, avec un risque aussi d'avoir un échec scolaire, ou aussi, même, on parle aussi de décrochage scolaire. Donc ces enfants à deux profils qui nous intéressent, aujourd'hui c'est le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, le TDAH, et le haut potentiel intellectuel, le HPI, parce qu'aussi on parle de haut potentiel émotionnel, social, etc. Donc là, on s'intéresse au haut potentiel intellectuel. Donc c'est intéressant de mettre en perspective ces deux profils en plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un piège de diagnostic. C'est difficile de faire un diagnostic ou une différence entre le TDAH et le haut potentiel. Donc, sur le plan sémiologique ou la symptomatologie, ils présentent les mêmes symptômes. Donc, les mêmes symptômes peuvent se retrouver dans les deux profils, c'est-à-dire hyperactivité, TDAH et haut potentiel intellectuel. Donc, par exemple, c'est l'agitation, c'est-à-dire l'hyperactivité, et en particulier à l'école, la difficulté aussi d'accepter les règles, les consignes, le sentiment d'être incompris par l'environnement, par la société, aussi avoir des relations sociales détériorées, même familiales, etc. Donc, la question qui se pose ici, comment faire pour ne pas tomber comme psychologue, comme pédopsychiatre, comme spécialiste professionnel dans le domaine, pour ne pas tomber dans le piège diagnostique. Donc, parce que sur le plan symptomatologie, il présente les mêmes caractères, les mêmes comportements. Alors, pour répondre à cette question, on devrait connaître les éléments de ressemblance, évidemment, et les éléments de différence, pour ces deux profils, bien sûr. Alors, en commençant par... j'ai oublié, donc. Commençons par le TDAH, trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, la prévalence de TDAH toucherait, selon les études, entre 1 et 20% d'enfants scolarisés et constituer un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents. C'est-à-dire, dans une classe, on trouve au minimum un enfant qui présente un TDAH. Donc, sa prévalence mondiale à tout âge, c'est-à-dire même adulte, c'est 5%. Selon le DSM-5, le déficit ou le TDAH se distingue selon 3 types de TDAH. Donc, il y a la prédominance déficit attentionnel, il y a une prédominance d'hyperactivité et impulsivité, il y a le type aussi mixte, c'est-à-dire hyperactivité ou impulsivité, ou même associé à un trouble attentionnel. À noter qu'il y a, c'est-à-dire un enfant en hyperactivité ou qui présente un TDAH, ce n'est pas un enfant qui ne se concentre pas dans toutes les tâches. Or qu'il y a quelques tâches, on sent que cet enfant, par exemple,
dans les jeux vidéo, etc. à la maison, on sent que cet enfant peut, à un niveau attentionnel, soi-disant excellent. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion, ce qu'on appelle la notion, peut-être nos amis psychiatres peuvent nous éclairer par ce sujet, c'est la notion dopaminergique. C'est-à-dire, c'est de pouvoir mobiliser ses capacités attentionnelles lorsqu'il trouve du plaisir. Lorsqu'il trouve du plaisir, il mobilise ses capacités attentionnelles, donc il ne trouve pas une difficulté dans l'attention. Donc là, c'est la sécrétion de la dopamine. Maintenant, on passe au potentiel intellectuel. Le terme au potentiel surdoué, la douance, la précocité, c'est-à-dire langage, intelligence, la prématurité. Donc aussi le EEP, c'est-à-dire enfant intelligence précoce, ou encore zèbre, sont différents termes utilisés pour parler d'un seul même concept. Une personne à haut potentiel, on ne peut pas dire que c'est un trouble ou une maladie ou un syndrome. C'est un mode de fonctionnement singulier, un raisonnement particulier propre à cet enfant-là. Donc ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. Donc à l'heure actuelle, le haut potentiel est scientifiquement défini par le quotient intellectuel qui dépasse, le score dépasse 130 sur le QI. Donc, et la moyenne, c'est 100. Donc, le haut potentiel n'est pas un trouble ni une pathologie. C'est pourquoi on ne parle pas de diagnostic chez les enfants à haut potentiel. On parle d'identification, mais pas de diagnostic. Donc, mais simplement aussi d'identification et pas de diagnostic pour les enfants à haut potentiel intellectuel. Donc là, on voit sur la courbe de quotient intellectuel, les enfants qui présentent d'un potentiel intellectuel, c'est presque 2%, et un très haut potentiel intellectuel, c'est 0,1%. Alors, la ressemblance sémiologique du TDAH et le haut potentiel intellectuel, identifier un TDAH et un haut potentiel intellectuel se révèle plus partagent de nombreux symptômes communs, ce qui constitue un vrai piège de diagnostic pour les professionnels et nos non spécialisés. Alors les points communs sont, en premier lieu, c'est des intérêts pour les tâches répétitives, refus des consignes, ils ne lisent même pas les questions, difficulté à accepter de s'ennuyer, surtout pour les hauts potentiels, une grande sensibilité émotionnelle, démotivation, intolérance face à l'injustice, difficulté à sélectionner l'information pertinente, difficulté à rester longtemps attentif sur un travail, perte et oubli fréquent du matériel scolaire, règles, cartables, livres, etc., cahiers, difficulté à écouter lorsqu'on lui parle, difficulté majeure à se mettre dans les tâches rapides, difficulté à répartir son attention entre deux tâches simultanées, écouter, prendre des notes, etc., difficulté d'organisation, tendance à bouger constamment, pieds, mains, il se tortille sur sa chaise, difficulté à rester assis, se lève fréquemment en classe, tendance à jouer avec des objets qui l'entourent, comme le crayon, la règle, etc. Difficulté à attendre son tour, c'est l'effet de l'impulsivité. Couper ou coupe fréquemment la parole des autres, c'est l'effet de l'impulsivité. Alors, les risques partagés, c'est-à-dire entre un enfant à haut potentiel et un enfant TDAH, c'est bien incompréhension de l'entourage, isolement social. Là, pour l'isolement social, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'esprit qui vient, et c'est que l'enfant
ces enfants-là, TDAH et haut potentiel, et beaucoup plus le TDAH, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Il n'arrive pas à lire dans les visages des autres, c'est-à-dire cette empathie. Lorsqu'on voit quelqu'un, on le sent qu'il est stressé, etc. Ces enfants-là, ils n'arrivent pas à détecter ça. Donc, ils ont ce qu'on appelle un problème interactionnel sur le plan social. Et l'hormone responsable de ça, c'est bien l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est une hormone sécrétée lorsqu'on est en relation ou en interaction sociale. Et maintenant, on parle de la multifinidate. Normalise l'ocytocine chez les enfants TDAH. Donc, ils arrivent même à avoir le niveau d'un enfant standard. Alors, il y a aussi la démotivation, perte d'estime de soi et l'échec scolaire. Ce sont des risques partagés pour les deux profils. Dans les deux cas, l'enfant peut se sentir en décalage par rapport à son niveau scolaire, par rapport à ses camarades. Il peut se sentir en difficulté avec aussi les autres dans les interactions sociales. Ne pas avoir les résultats scolaires qui devraient être, c'est-à-dire les siens, il révise 5 mois plus qu'un enfant normal pour avoir des notes 5 fois moins que les autres. Il n'arrive pas à transformer des compétences, surtout pour les enfants TDAH, de transformer les compétences en performance. La mission du psychologue, du pédopsychiatre, les parents, etc., les enseignants, c'est de comprendre l'origine de l'agitation ou de désintérêt pour ces enfants-là, ou même le trouble d'attention, parce que, par exemple, un enfant à haut potentiel aussi peut avoir un trouble d'attention lorsqu'il se nuit. Il s'ennuie, donc la tâche, elle est ennuyante, donc il n'arrive pas à se concentrer, il est stressé. Alors, le diagnostic de TDAH et l'identification de HP, on a dit qu'on ne peut pas dire que le diagnostic, on ne peut pas dire diagnostiquer un haut potentiel, mais si l'identifier. Donc, en commençant par, soi-disant, 3 niveaux ou 3 pôles, commençant par l'entretien avec les parents ou les signes cliniques sur l'enfant. Deuxième, c'est l'échelle de Conners, de 48 items. Et troisième, c'est le QI, ou le quotient, le test d'intelligence. Donc, l'entretien avec les parents, c'est l'amnèse, c'est-à-dire l'historique, de chercher dans l'historique de cet enfant. Est-ce qu'il ne tient pas en place, il bouge, il est attentif. Ensuite, les difficultés scolaires s'installent et on pose la question suivante. Où? C'est-à-dire à la maison ou à l'école ou au milieu sport, etc. Quand? Lorsqu'il était petit, maintenant, lorsqu'il est rentré à la maison, rentré à l'école, depuis quand aussi? Donc, les 3 questions à poser. Alors, si la réponse est partout, c'est-à-dire, il bouge, hyperactivité à l'école, à la maison, la route, sport, etc., donc dans tous les endroits, donc depuis son enfance, là, il y a une forte chance que ce soit un trouble déficit d'attention et hyperactivité, donc c'est un TDAH. Mais en revanche, si les parents disent qu'il ne bougeait pas dans son enfance et qu'il s'intéressait à plein de questions existentielles, ce qu'on appelle un questionnement anxieux de l'origine du monde, la mort, etc., l'espace, du Dieu, etc., c'est des questions métaphysiques, là, et que c'est quand on l'a mis à l'école, avec l'obligation de rester assise, qu'il était plus compliqué. Il n'est pas avec un trouble neurodéveloppemental, et ce qui le fait bouger, mais là, il a ce qu'on appelle, on peut évoquer un haut potentiel intellectuel. Donc, en deuxième lieu aussi, c'est l'échelle de Conners, de 48 items. Cette échelle permet d'évaluer l'hyperactivité à remplir par les parents et les enseignants. Donc, si cette échelle indique que cet enfant n'est pas de problème à la maison et qu'il ne bouge pas et qu'il n'est pas distrait et qu'il est agité à l'école, tout simplement.
À la maison, non, mais à l'école, oui. On va avoir un argument pour évoquer un problème d'enfant à haut potentiel intellectuel et qui s'ennuie tout simplement dans des situations, dans certaines situations. Des réponses très élevées avec un enfant aussi le score sur la réponse de l'échelle, à l'échelle de Conners est très élevé, avec un enfant qui est très agité partout, à la maison, partout, dans tous les coins. Donc là, on peut suspecter un trouble neurodéveloppemental, donc c'est le TDAH. Donc là, on passe au troisième. Donc on a dit l'entretien clinique, l'entretien avec les parents, l'entretien clinique, l'échelle de Conners. En troisième position, c'est le quotient, le test de quotient intellectuel. Donc l'enfant à haut potentiel, ayant un score supérieur à 30 dans la plupart des indices du test de l'intelligence. Généralement, les enfants à haut potentiel ont un score de 30 et plus. 130 et plus. L'enfant TDAH avec une intelligence normale ou normale et forte de 10 à 110 dans l'échelle de quotient intellectuel. Chute dans des épreuves tout simplement comme la vitesse de traitement de l'information et la mémoire de travail. Car ce sont deux épreuves qui vont solliciter l'intention, la concentration et la capacité à gérer l'impulsivité. Donc là, les enfants qui présentent un TDAH, ce sont des enfants normaux, sur l'intelligence normale, ou voire même plus que la normale, mais ils chutent dans deux indices, c'est bien le traitement de l'information, la vitesse du traitement de l'information et la mémoire de travail. Donc pour ces deux capacités qui sollicitent la concentration et l'attention. Parfois, on se dit, maintenant, on a diagnostiqué donc les enfants à haut potentiel 130 dans le test d'intelligence, le quotient intellectuel. Les enfants TDAH aussi ont un quotient de 100 jusqu'à 110. Maintenant, parfois, on se dit que c'est étrange, parce qu'un enfant, on se doute que il bouge à l'école, il bouge un petit peu à la maison, il bouge beaucoup à l'école. Donc, et puis dans le quotient intellectuel, on voit ce qu'on appelle l'effet des montagnes russes. Donc, des fois, on trouve un haut potentiel, c'est-à-dire dans les indices non verbal et verbal, le visio-spatial, un fort score dans ces indices-là, mais un faible score dans la mémoire de travail et la vitesse du traitement de l'information. Là, on peut évoquer ce qu'on appelle un TDAH à haut potentiel, ce qu'on appelle donc une association TDAH et un haut potentiel. Alors, comme conclusion, à la fin, donc le TDAH avec un trouble, c'est un trouble fréquent, hein, de diagnostic difficile. On souffre, en Algérie ici, je sais qu'on souffre pour diagnostiquer ce trouble et qui nécessite un dépistage dans notre pays. Malheureusement que c'est vraiment difficile et même aussi les enseignants ne sont pas formés pour détecter ces enfants-là. Le TDAH, donc le TDA avec ou sans hyperactivité, et le HP pose la question de leur différence, de leur ressemblance et parfois dans leur coexistence. Un diagnostic précoce et précis permet une meilleure prise en charge. Un diagnostic précoce aussi et précis permet une meilleure prise en charge. Un diagnostic, bon, c'est une répétition. Donc, un diagnostic précoce permet une meilleure prise en charge. Et la prise en charge, elle est multidimensionnelle. On associe l'orthophoniste, le pédopsychiatre, le psychologue, les enseignants, les parents, etc. Il y a aussi la prise en charge psychopédagogique, c'est les enseignants. Il y a une prise en charge aussi par les psychologues, les neuropsychologues. Donc, c'est la remédiation cognitive. Et en dernier lieu, c'est bien la prise en charge médicamenteuse, c'est bien des psychostimulateurs, des multifinidates ou d'autres choses comme la ritaline, etc. Et je vous remercie pour votre attention. On remercie